Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine, on va du côté de Netflix pour parler d'un film qui est sorti quand même la semaine passée. Ça va même sur 2 semaines, ça a sorti le 14 mars sur la plateforme de streaming. C'est pas vraiment ce que je voulais faire pour justement, quand ça venait à critique de films, je voulais pas attendre trop longtemps pour des films, surtout sur des plateformes que vous avez peut-être déjà vues, puis vous parler de choses que vous avez vues avant moi, puis ça vient plate un peu, mais cette semaine, il n'y avait pas grand-chose côté cinéma, mis à part Snow White, et avec les belles critiques que ce film-là il a presque ramassé. Ça me tentait pas de dépenser de l'argent pour aller voir ça, c'est pas de quoi qui m'intéressait. En partant, même si les critiques étaient bonnes quand ça vient à ça, disait Snow White, j'ai un peu grandi là-dessus. J'ai fait le tour de ça, mais si vous suivez le cinéma, vous savez qu'est-ce qui se passe du côté-là avec ce film-là. Ça fait qu'il n'y avait pas d'autres de sorties de nouveaux, de nouvelles sorties au cinéma non plus. Ça fait que j'ai dit, pourquoi pas aller avec The Electric State que j'ai vu, puis que j'ai quand même apprécié et que je vais donner une note. Parce que oui, là, petit changement de façon de faire. Je vais donner ma note en partant avant de vous parler du film parce que je m'apercevais, peut-être ça paraissait pas sur la vidéo, mais quand je commençais à parler du film, souvent, j'allais oublier de donner une note. Puis là, j'ai pensé, c'est quoi, on va changer le format un petit peu, puis je vais donner ma note au début. Puis après ça, expliquer le pourquoi de cette note-là, si elle est bonne ou mauvaise. Et pour The Electric State, film disponible, comme je vous disais, sur Netflix depuis le 14 mars passé, j'y donne une note de 6.5 sur 10. Je trouvais que c'était un film qui se méritait un peu plus qu'une note de passage, mais méritait pas de se rapprocher du 80% côté qualité, côté justement réussite de ce film-là. C'est un film qui est basé sur un graphic novel du même nom d'Electric State. C'est un film pour les amateurs de science-fiction. Un film qui se passe dans les années 90, mais dans une réalité alternative, où dans les années 90, dans ce film-là, les robots prennent déjà une grande place dans la société et là aussi dans la vie de tous les gens, de tous les jours des gens. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les robots qui décident de se développer une conscience et sont tannés d'être justement des serveurs pour les humains, donc ça s'engage dans une guerre face à l'humanité et là ça coûte la Terre d'en mange toute une volée. Finalement, on réussit à avoir le dessus sur les robots grâce à un professeur qui lui était contre l'évolution des robots, mais a toujours été pour l'évolution de la technologie, puis avec une certaine technologie où c'était un genre de casque VR que tu as sur la tête, là, tu pouvais contrôler justement d'autres machines pour aider les humains à gagner cette guerre-là contre les robots. Ça fait que là, les robots sont envoyés dans une place dans le milieu de désert où ils vont vivre selon leur traité. Ils seront libres de faire ce qu'ils veulent en autant qu'ils viennent pas en contact avec les humains. Et pour les humains, c'est rendu à une époque où, mis à part ces VR-là qui aident justement à donner une vie virtuelle aux gens qui en possèdent, les êtres humains n'ont pas le droit de posséder de robots. Et là, si vous dites, ça me sonne familier, cette prémisse-là, c'est justement, c'est vraiment cliché, classique, cliché dans tout le sens du terme de quoi qu'on nous a offert un million de fois à Hollywood, tant à la télévision qu'au cinéma. Le bonne vieille histoire de la robotique puis l'humanité. S'ils sont capables ou non de vivre ensemble, puis c'est toujours justement, ça commence de façon innocente où on fait développer et évoluer les robots jusqu'à ce que les robots développent une conscience et décident de se retourner face à l'humanité. Ça fait d'être là en partant, t'as rien de nouveau. Même que le film aurait pu avoir lieu dans un futur au lieu d'une réalité alternative, mais j'ai trouvé que la raison pourquoi les robots sont si importants dans la vie de tous les jours, comment ils ont fait pour évoluer plus rapidement dans les années 50, 60, 70, 80 et ainsi de suite. Ça, j'ai trouvé ça quand même rigolo, je dirais. Pas rien de merveilleux, mais quand même, je vais vous laisser découvrir ce petit punch-là si vous décidez d'écouter le film. Film qui m'a vedette quand même, c'est Chris Pratt, bien sûr, Monsieur Star-Lord dans Marvel et les films Guardians of the Galaxy. Le film a aussi en vedette Millie Bobby Brown, qui a eu du succès au cinéma dans 2-3 films de la franchise Godzilla puis King Kong, et surtout elle est connue pour jouer dans Stranger Things avec le personnage de Eleven. Il y a des acteurs comme Woody Harrelson, Anthony Mackie, Alan Tudyk qui prêtent leur voix à des robots dans ce film-là. Et la prémisse que je vous donne là, c'est justement l'intro du film, parce que c'est, même si c'est cliché, c'est quand même nécessaire justement pour nous parler l'histoire du personnage de Millie Bobby Brown qui s'appelle Michelle. Elle qui a perdu ses parents et son petit frère, non pas à cause de la guerre, à cause d'un accident automobile.
Et maintenant, on vit dans un foyer d'accueil avec une personne qui, lui, justement, accueille des enfants, mais juste pour avoir un chèque du gouvernement, a aucun intérêt à leur bien-être. Et elle reçoit à un moment donné la visite d'un robot. Et là, à un moment donné, c'est assez que elle, écoute, c'est légal d'avoir des robots, ça fait qu'elle panique un peu avec ça. Mais là, le robot, tant bien de mal, lui explique que, lui, en réalité, il serait son frère. Ça fait qu'elle, depuis des années, à cause que son frère est décédé dans un accident, là, elle sait plus trop quoi faire avec, mais étant donné que là, elle a la chance, possiblement, d'aller puis revoir son frère, elle décide de suivre le robot justement parce que lui il veut l'apporter là pour que elle l'ait parce qu'elle a dit qu'en étant son petit frère que lui il est en danger. Ça fait qu'en chemin là il rencontre le personnage de Keith joué par Chris Pratt qui lui on l'avait vu un petit peu au début dans l'intro du film il était un militaire mais là il est lui-même aujourd'hui un genre de trafiquant d'objets classiques. Ça serait un gros professionnel sur eBay aujourd'hui. Puis il travaille aussi illégalement avec un robot. Justement pour l'aider avec les trafics, les transferts, puis tous les échanges qu'il fait, il essaie de vivre justement avec ça, de faire une vie pour pouvoir manger. Mais là, à travers tout ça, à un moment donné, il y a un ancien militaire joué justement par Giancarlo Esposito, qu'on a pu voir récemment dans Captain America Brave New World, qui lui est engagé pour retrouver ce petit robot-là, qui dit être le frère de Michelle. Ça fait qu'ils doivent justement compenser avec tout ça pour essayer de se rendre à destination pour voir si c'est vraiment le petit frère de Michelle, qui s'appelle dans ce film-là Christopher. Et à un moment donné, il se retrouve dans le désert là où les robots habitent tous dans un vieux centre d'achat complètement abandonné. Puis à travers quelques situations puis quelques scènes, le chef des robots, Mr. Peanut, dont la voix est de justement Woody Harrelson, décide de les aider pour se rendre à destination. Et là, rencontre le docteur, un docteur justement qui avait travaillé sur la famille de Michelle lorsqu'il avait eu l'accident d'auto, qui est joué, lui, par Ki Yu Kwan, qu'on a vu au début de l'année dans le film Love Earth. Il n'y a pas un gros rôle dans le film, je vous le dis tout de suite, mais en plus d'être un professeur, un docteur, je devrais dire, il prête sa voix à une machine qu'il a créée justement pour l'aider dans ses expériences. Et là, justement, c'est là que l'action commence, pas l'action commence, mais l'action se rend à destination pour voir qu'est-ce qui s'est passé en réalité avec le petit frère de Michelle, avec Christopher, où il est rendu, pourquoi il serait que ce robot-là se pense être le frère de Michelle et le résultat justement c'est quand même assez intéressant parce que le film justement comme je disais c'est pour les amateurs de science-fiction c'est un film justement qui côté effets spéciaux très réussi mais en même temps le film il a coûté 320 millions à réaliser. Fait, je ne sais pas comment Netflix va faire pour rentrer dans son argent parce que je sais pas comment ils font du cash Netflix, mis à part de publicité, puis bien sûr les abonnements. 320 millions, je pense que c'est le 16e, 17e film de l'histoire de Hollywood à avoir coûté au-dessus de 300 millions. Si on pense au Lord of the Rings, film de Marvel, dans ces films de ce genre-là. Ça fait que quand même, tu vois que le budget a été mis justement dans les effets spéciaux, dans les robots, puis le visuel, parce que le look, il paraît bien, puis tout. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien réussi côté effets spéciaux. C'est plus au point de vue de l'histoire que je trouve que mis à part le fait justement des clichés de la guerre éternelle entre les robots puis les humains, l'histoire est comme enfantin un peu, je trouve. André, c'est comme, je sais pas si le film était pour un public cible quand même assez jeune, mais si oui, on dirait qu'on ne fait pas signe de ça dans le film parce que le film est quand même 13 ans et plus. Il y a des moments intenses, il y a des moments émotionnels, mais rien de vraiment sérieux si on pense à la semaine passée de Novocaine où c'était du c'était un solide 18 ans et plus. Là. Ça fait que de ce côté-là, j'ai trouvé que ça a été dur un peu justement de m'attacher au personnage, de m'investir émotionnellement à l'aventure qui était après vivre. Pas que c'était plate, au contraire, même pour un film de 2 heures et quelques poussières, j'ai pas trouvé grand longueur dans ce film-là. C'était quand même assez divertissant, mais rien de merveilleux. C'est un film, comme que je vous dis, je donne 6.5 sur 10. C'est un film que je vous recommande si vous êtes fan de science-fiction parce que vous allez aimer, d'après moi, sans être émerveillé. Puis à la fin de la journée, quand vous allez écouter ce film-là, vous allez probablement passer immédiatement à autre chose. Ça fait que Electric State, c'est vraiment ça qui m'a comme accroché un peu le budget que ce film-là avait pour de quoi qui est comme pas si connu que ça. Je sais que justement, c'est basé sur des bandes dessinées qui étaient sorties quelques années passées, mais moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler jusqu'avant qu'on ait eu ce film-là. Universal, à un moment donné, voulait sortir au cinéma, à un moment donné, puis
pas, il y a eu une guerre, justement, ils ont bité sur qui allait avoir les droits, puis finalement Netflix a gagné. Ça fait je sais pas si Universal a juste abandonné en voyant que peut-être qu'il n'y aurait pas de profit à faire sur un film qui a coûté aussi cher. Mais quoi qu'il en soit, Electric State maintenant disponible sur Netflix. Ça fait que c'est ça pour cette semaine. La semaine prochaine, si tout va bien, je me croise les doigts parce que je suis pas mal occupé au cours des 2 prochaines semaines où je serai même pas dans la région. Je vais à Québec ce week-end-ci pour aller voir un spectacle avec des amis. Puis dans 2 semaines, je vais de nouveau à Québec pour voir un autre spectacle avec ma merveilleuse épouse. Ça fait que je vais essayer d'aller voir des films dans ces semaines-là. Prochain, il y a Death of a Unicorn qui m'intéresse. Un film qui m'a envoyé de Paul Rudd, Jenna Ortega, puis aussi Will Poulter. Il y a aussi Woman in the Yard, un film qui pourrait peut-être m'intéresser. J'ai vu 2 trailers jusqu'à date, puis le premier m'avait pas vraiment piqué ma curiosité, mais le deuxième un peu plus. Puis il y a aussi The Workman, de quoi de même, avec Jason Statham, un autre film qu'il joue un personnage qui sac une volée à tout le monde. Si t'as vu un film de Jason Statham, tu les as toutes vus pas mal, là. Mais c'est quand même 3 films peut-être que je pense aller voir avec Death of a Unicorn en premier. Je trouvais l'histoire quand même assez intéressante, plus que c'est un film produit par A24, qui ont l'habitude de faire des bons films intéressants, assez créatifs à l'habitude. Mais comme je disais, c'est juste question de temps, voir si je vais pouvoir aller le voir. C'est un peu comme mon autre podcast, Mes 2 scènes. Là, vous l'avez sûrement remarqué que pour ce week-end-ci, il n'y a pas eu de nouvel épisode. C'est parce que j'ai manqué de temps. Le gars ici, il est occupé. Puis c'est dur, je m'ai trouvé le temps d'enregistrer ça. Puis comme là, au Canada, les élections ont commencé. Puis là, tout le monde va se garocher sur Facebook. Puis ça va être juste des critiques, puis des insultes, puis des chicanes. Puis ça me prend pas d'embarquer dans ces affaires-là. Tu sais, là. Pas intéressé. Juste pas intéressé à ça. Ça fait que je pense que pour l'autre podcast, ça va être aléatoire, si on veut. Je vais voir quand j'aurai plus de temps, puis j'aurai plus de quoi à dire, puis juste pour parler de cette actualité-là, puis politique, puis tout ça. Mais pour prise de vue, ça, je vais faire mon possible pour garder ça à tous les semaines. C'est ça l'idée, en partant que je dis depuis le début de l'année, je vais être plus présent sur les réseaux sociaux. Je vais offrir du contenu, je vais passer du bon temps avec vous autres, vous divertir, en espérant que ça vous divertit. Merci encore une fois d'être là, de liker la page Chasseur Média, de la partager aussi avec vos amis. Grandement apprécié. Et je vous parle justement la semaine prochaine pour possiblement Death of a Unicorn. Salut le monde!